On est donc tous les trois, Xavier, Guillaume et moi, de nouveau pour ce deuxième webinaire de Moira. Et on est vraiment ravis d'être avec vous ce matin. Alors, l'importance de ces webinaires, c'est surtout de maintenir ce réseau. Vous savez, on cherche à créer un réseau sur l'Afrique de l'Ouest destiné au retail et à tous les professionnels, à tous les gens qui bossent en retail. Donc, si vous voulez bien, juste un mot de rappel sur ce qu'est exactement Wara. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de la distribution traditionnelle, classique et du commerce moderne. Voilà, les intervenants, effectivement, mais on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va se représenter rapidement. Je voulais surtout, voilà, vous reparler de Wara. Et en fait, Wara, donc, pour rappel, West Africa Retail Association. Et on a vraiment voulu travailler sur tout ce qui touche au retail en Afrique. Donc, le retail, je vous rappelle, c'est vraiment les industriels, les fabricants, les distributeurs, évidemment, tout ce qui est le commerce, à la fois traditionnel, hein, les petites boutiques comme elles peuvent exister un peu partout en Afrique, et puis les grandes enseignes qui, et vous le savez aussi bien que nous, sont en train d'arriver à vitesse grand V dans tous les pays africains et en particulier sur les packs de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi tout l'écosystème autour de ça, c'est-à-dire la supply chain, mais aussi le packaging, le branding, voilà, tout ce qui va faire que le produit qui sort de l'usine se retrouve sur les étagères dans les magasins. Donc, il y a un paquet de monde à intervenir. Et notre idée avec ce fameux Wara, c'est de réunir tous ces gens-là et de réfléchir à comment faire pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Notre vient de nos expériences respectives. On n'est pas tous des jeunes scouts, hein, il y a un petit moment déjà qu'on est dans ce monde-là. Mais voilà, il y a un petit moment qu'on est dans ce monde-là. Et justement, on va se présenter rapidement pour que vous compreniez qu'on a une certaine expertise sur la question. L'idée étant justement, on en parlait hier avec Xavier, l'idée étant de dire, on veut vous faire partager cette expérience avec ces professionnels qui sont en Afrique, dans le sens où ça fait 30, 40, même un peu plus parfois qu'on est dans ce monde-là. Donc, on a eu le temps de faire des conneries. On en a fait quelques-unes. Et on est surtout là pour vous expliquer de ne pas refaire ces conneries-là. Donc, on n'a pas la science infuse. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On est là pour vous aider. On est là surtout pour vous dire, voilà les conneries qu'on a pu faire en France. Et je voudrais, on va dire, faire expliquer les pays dans lesquels c'est ça. on va travailler. C'est-à-dire on n'arrive pas en imposant un diktat qui pourrait être français ou européen. C'est pas du tout l'idée. Au contraire, d'ailleurs, nous-mêmes, nous trouvons des solutions innovantes dans les pays où on peut leur faire imposer un peu en France. Donc, bon. Et donc, je vais laisser Xavier se présenter, si tu veux aller en quelques mots. Bonjour, tout d'abord. Et puis, voilà, comme le disait Frédéric, il y a quelque temps que je travaille autour du retail, au travers du design, mais aussi du marketing. Donc, aujourd'hui, mon expérience tourne beaucoup autour du marketing point de vente. On va parler des lieux physiques aujourd'hui et de leur traduction pragmatique et efficace sur le terrain, c'est-à-dire le magasin. Et on sait que le magasin, c'est à la fois, ça va de l'enseigne jusqu'à l'étagère. C'est ça pour faire ça. C'est ça. Merci, Xavier. Guillaume, un mot? Je suis présent, Julien Boucher, donc deuxième Wara. Je dirige l'agence Bluewood, qui est une agence de branding, packaging et corporate. On accompagne des marques en France et beaucoup en Afrique sur leur positionnement et leur identité visuelle. On travaille sur des marques produits, mais aussi quelques marques enseignes. Et voilà, après, très bien. C'est le deuxième webinaire, Wara, tout à fait. Alors, Valérie, je ne sais pas si Valérie est là, elle va être en visio. Je ne sais pas trop si on a Valérie. Est-ce qu'il peut se manifester s'il est là? Sinon, ce sera. Voilà, Valérie est surtout le spécialiste des insights, des chiffres et des études. On a un peu chacun notre spécialité. Et donc, Valérie, c'est vraiment les chiffres et les insights. Et lui, il est très africain. Et lui, il est très africain parce qu'il a passé plus de 30 ans de sa vie à l'Afrique. Donc, lui, il est très africain. Je me présente également très rapidement. Donc, moi, je suis le retail expert et j'ai l'habitude de dire, voilà, moi, mon expertise, c'est le go-to-market. Comment faire passer la marque de la sortie de l'usine, comment faire passer le produit de la sortie de l'usine au panier, derrière la caisse, au caddie derrière la caisse. Tout le cheminement qui va permettre au produit d'arriver jusqu'au magasin
d'être bien placé sur l'étagère, bien visible, au bon prix, au bon endroit. Enfin, vous connaissez l'adage. Et surtout, ensuite, qu'il puisse être acheté et passer derrière la caisse. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va démarrer tout de suite, puisque donc, juste pour information, très logistique, on a prévu environ une demi-heure de présentation, là. Et on sait que et vous aurez ensuite les slides, on vous les mettra à disposition. Donc voilà, vous êtes tranquille, on vous donne l'ensemble des slides à la fin de ce webinaire. Et donc, Xavier, si tu veux bien, on a deux formes de commerce qui coexistent aujourd'hui en Afrique, donc le traditionnel, bien évidemment, et le moderne, donc sous la forme des enseignes, à la fois des enseignes françaises, mais aussi des enseignes africaines et même des enseignes indiennes, voire sud-africaines. Et si tu veux bien, en quelques mots, quelles sont pour toi les forces et les faiblesses de chacun de ces modèles? En fait, c'est un écosystème, comme on le disait tout à l'heure. Et en fait, le système traditionnel est très ancré localement, physiquement, même dans l'urbanité quotidienne des habitants. Donc, c'est par rapport justement au commerce moderne, c'est un commerce qui est un peu moins structuré, qui est essentiellement constitué d'indépendants, mais qui ne sont pas forcément reliés entre eux, en tous les cas aujourd'hui. Il y a un avantage, c'est qu'il y a assez peu d'intermédiaires, donc en fait le produit local arrive assez rapidement sur l'étal, et ce qui est synonyme de fraîcheur. Et c'est un lieu qui est assez frugal, c'est-à-dire il est assez simple, mais en même temps il est très vivant. On pourrait presque dire que c'est les réseaux sociaux avant l'heure. En fait, ces endroits-là sont des endroits de rencontre entre personnes, voire même de négociation, etc. Donc, la force, évidemment, je viens de le dire, c'est très inscrit dans son environnement, naturellement. Il y a beaucoup de flexibilité et puis il y a une proximité très importante entre le commerçant et le consommateur. En fait, ils sont en fait sa place. Le commerce moderne, en général, le modèle est un peu importé, c'est-à-dire que même en France, le modèle il est importé souvent des États-Unis. Il y a une forte notoriété des marques parce qu'elles sont succursalistes, donc il y a un réseau qui en fait a un effet d'identité et de visibilité sur un marché. L'effort, c'est le choix qu'offrent ces commerces qui sont plus étendus avec des alternatives dans les choix. Il y a chose qui est très importante aussi, c'est la régularité de l'approvisionnement. L'hygiène est une chose très importante aussi, et c'est en fait un modèle qui est très structuré et très rationnel. En comparaison, on pourrait dire qu'on a un modèle du commerce moderne qui est rationnel, alors que le traditionnel est plutôt dans l'émotionnel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs africains vont pour des besoins sur les marchés, mais on sait bien, nous, que ça va évoluer avec le temps, puisqu'en fait, de plus en plus, le consommateur va chercher une sorte d'expérience. Et on sait bien que les marchés peuvent représenter des expériences intéressantes. Alors, juste, on va aller assez vite. C'est juste un mode d'approche que l'on a justement pour essayer de comprendre comment fonctionnent les marchés et aussi comment se positionnent les enseignes sur ces marchés. Donc, on a trois piliers, en gros. On a le pilier de la marque, le pilier du produit et le pilier du client. Et donc, en fait, c'est ce qui fait l'équilibre de l'ensemble. Chaque enseigne, en fait, va se positionner de manière particulière en étant peut-être plus centré sur l'expression de la marque parce que c'est une jeune enseigne, par exemple, ou d'autres types comme ça. On va rentrer un peu dans le détail maintenant de comment, en fait, ça fonctionne. Alors, s'il y avait juste une chose, par exemple, si des catégories d'enseignes qui sont très brand-centriques, c'est par exemple les stations-service. Celles qui sont très product-centriques, j'apprends rien à personne, ce sont celles qui sont des enseignes spécialisées, ça peut être bricolage, décoration, le vin, etc. Et les clients centriques, c'est plutôt des nouvelles, des enseignes qui
envisagent le commerce d'une manière un peu différente, en incluant en fait dans leur modèle leurs propres clients. C'est-à-dire que le client est d'une certaine manière un peu propriétaire de la marque aussi, quoi. Il fait la marque le client dans ces cas-là. Hein. Donc, par exemple, vous avez Nescafé qui est chez vous très intégré dans la vie quotidienne et pareil, c'est aussi un contact très humain. Effectivement, voilà. Alors, justement, une fois qu'on a parlé, les slides vont très vite, hein. Une fois qu'on a parlé du commerce, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la marque. Et donc, Guillaume, qui est plus le spécialiste de la marque et du branding, en quoi les marques peuvent aider justement à faire cette différenciation et en quoi elles peuvent aider les différents modèles de distribution à se développer. Alors, en 20 ans, l'économie africaine, en 20 ans, 30 ans, a beaucoup évolué. On est passé quand même à des marques qui étaient très connues, à des marques qui se construisent aujourd'hui. Et je pense que la distribution n'est pas seulement un enjeu logistique, mais un enjeu de marque. Les consommateurs africains aujourd'hui ont besoin d'avoir des marques sérieuses qui comprennent leurs besoins, comprennent leur culture, etc. Et donc nous, depuis maintenant 10 ans, on structure en fait une approche stratégique auprès de nos clients pour développer des marques qui ont du sens dans ce pays-là. La marque, elle est très importante pour les distributeurs parce qu'en fait, il apporte une confiance. Comme il y a une confiance et une préférence, et donc dans cette préférence, c'est une performance distributeur, puisqu'en fait, si la marque est présente chez un distributeur et qu'elle apporte une caution, elle permet en fait au distributeur de jouer de cette préférence. Donc ça, c'est important parce que entre une enseigne Carrefour ou une enseigne à Cap Sud, voilà, il faut aussi trouver une différence. Et la marque aussi, l'offre produit est importante et permet aussi de se différencier. Donc la marque aujourd'hui, elle structure, elle a un active business aussi. C'est très important parce que la marque aussi, c'est un active business pour l'enseigne. Et elle permet en fait aux distributeurs de bien travailler sa zone de chalandise et de l'optimiser. Après, au niveau des marques, parce que là, on a parlé de marques produits, on fait beaucoup de marques produits, mais aussi les marques enseignes. Xavier en parlait. La marque enseigne, aujourd'hui, elle se développe. Bien évidemment, on a des marques enseignes européennes, occidentales qui s'implantent, mais on a de plus en plus de marques enseignes qui se développent, qui sont vraiment spécifiques à des marchés en Afrique. Donc, j'ai listé certaines marques. Pour moi, une marque enseigne est importante parce qu'elle permet en fait d'être un repère au niveau urbain. Voilà, quand vous arrivez à Cap Sud, à Abidjan, voilà, vous êtes dans une zone de chalandise, donc ça crée un peu comme ça. Ça permet aussi la préférence. Voilà, si la marque elle est construite, elle est performante de l'enseigne, ça permet en fait de faire revenir envers le client. Et ça permet aussi de fidéliser ce que je disais, mais aussi de créer de la croissance. Alors, j'ai sur le slide suivant, j'ai donné quelques exemples qui est dans le sens de Xavier. Donc, on a la marque qui fait l'énergie, c'est très connu en Afrique de l'Ouest, qui est à la fois une station-service, mais aussi avec le concept Bonjour, qui était un retail, où vous pouvez acheter des produits, consommer du café, etc. Donc, vraiment, une marque service. Vous êtes Onefil, qui est une cave à Abidjan, qui est leader en Côte d'Ivoire, qui a un peu plus de 20 enseignes. Voilà, vraiment spécialisé dans le bain, c'est un marché important en Côte d'Ivoire et je dirais de façon plus large en Afrique. Et Nescafé, qui est quand même la marque iconique en Afrique, on retrouve à la fois sur des points de vente, mais énormément. Ce qui est très intéressant dans Nescafé, en termes de marque, ça montre bien l'élasticité qu'on peut donner à une marque. C'est-à-dire que là, on voit un point de vente, mais on a aussi des personnes qui distribuent le café dans la rue. Ouais. Et donc, c'est important, hein, c'est un élément de repérage. Et c'est aussi pour le consommateur, on dit souvent que aujourd'hui, les gens travaillent sur leur propre image comme s'ils étaient des propres marques. Et en fait, ils assimilent les marques qu'ils préfèrent à leur comment dirais-je, à leur personnalisation, en fait. Hein. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver cette espèce d'encapsulage
qui fait que il y a de la préférence, et la préférence, on sait que ça fait du business, quoi. Alors, on revient sur ce schéma-là, et en fait, on a parlé un peu des avantages et des inconvénients. En fait, le marketing moderne, initialement, il s'est construit sur une enseigne qui a intégré dans des magasins une sélection de produits assez importante. Ça, c'est comme ça que sont nées pratiquement toutes les enseignes qu'on connaît. Alors, ce qui s'est passé aussi avec le temps, c'est que la concurrence est venue et que, d'une certaine manière, ce couple marque et produit finit par pas forcément faire une différence conséquente. On voit bien, d'ailleurs, sur certains supermarchés, si on demande à un consommateur qu'est-ce qu'il voit de différent entre Système U et Intermarché, par exemple, c'est pas sûr que ça soit très évident pour lui de dire ce qui se passe. Donc, on est sur un positionnement comme ça, et ce qui est certain, c'est qu'à terme, il va falloir qu'en fait, on arrive à faire bouger cette espèce de masse pour la ramener vers le côté client-centrique, c'est-à-dire parce que l'idée de la préférence, c'est que vous allez avoir un capital client qui pèse quand même dans votre système. Attends, oui, pardon. En arrière, donc pour vous expliquer un petit peu comment on pourrait intervenir sur les enseignes modernes, on a par exemple l'adaptation de l'image de l'enseigne pour une meilleure assimilation locale. Il se trouve que moi, en fait, il n'y a pas très longtemps que j'ai travaillé sur un modèle de ce type pour Carrefour en France, et a voulu un petit hyper très alimentaire qui soit très inscrit dans la région dans laquelle il est. Ça Bayonne. Il y a l'adaptation de modèles classiques de l'enseigne à des usages locaux. Là, je vais vous montrer un peu, on va rentrer un peu dans le détail, mais par exemple, le roi Merlin en Chine, quand il est arrivé, a un problème très simple, c'est que le chinois ne bricole pas. C'est quand même un peu embêtant quand on vend du bricolage. Ça veut dire qu'il faut adapter l'offre aux usages locaux. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la déclinaison du concept d'aménagement à des typologies particulières. On parlait tout à l'heure de Nescafé, mais moi, il y a assez longtemps, j'avais travaillé en Afrique pour Sekagadis, qui avait cette espèce de porosité sur son territoire avec des magasins qui étaient assez importants et puis plutôt des petits comptoirs un peu répartis partout. Et donc, c'est comme pour Nescafé, ça participe de la présence de la marque et de son adaptation. Et puis, on a aussi, on peut adapter l'offre en fonction des endroits où on est. Par exemple, là, je vais vous citer un exemple qu'on a fait, c'est marqué Thaïlande, mais en réalité, c'est pas Thaïlande, c'est le Vietnam, où en fait, le commerce est assez impacté par la manière de vivre des Vietnamiens qui vivent et se restaurent beaucoup dans la rue. Il faut passer. Là, on va voir quelques images. Donc ça, c'est le Carrefour Bayonne. Vous voyez sur les images que, en fait, ça ressemble plus au niveau des rayons frais à un marché local, autant par l'architecture que par le graphisme. Comme on voit, on est allé puiser, nous, dans l'existant de cette région qui est au sud-ouest de la France, avec des typographies particulières, avec des architectures un peu particulières aussi, pour justement avoir un traitement de l'identité graphique qui va être un peu décalé pour être plus proche justement de l'environnement. Et les métiers traditionnels, comme on voit là-bas, là on a au centre le marché frais avec tous les fruits et légumes, il y a une fraîche d'égout. On a mis en entrée magasin, par exemple ici, une boulangerie, parce que peut-être que les gens qui passent par là ne veulent juste cacher du pain, donc on les enterre. Donc il y a un encaissement à cet endroit-là, par exemple. Et juste à côté de la boulangerie, on a mis en place, parce que ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, une zone de restauration où les gens peuvent s'installer pour consommer les produits qu'ils ont achetés à côté.
Hein, on parle d'hybridation, et en fait, il y a des hybridations dans tous les sens. Hein. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, une petite enseigne française qui qui a une sorte de lavomatique et qui a installé un casquet, et tout d'un coup, on voit bien que les gens n'attendent plus de la même manière la fin de la lessive, et ça leur permet de faire un lieu de socialisation où les gens parlent entre eux. Voilà, on passait. Le Leroy Merlin dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc en fait, je vous ai dit qu'en gros, il n'y avait pas de bricolage, de bricoleur, plus exactement. En fait, le système d'aménagement, les gens, quand ils veulent aménager leur appartement en Chine, en fait, ils vont dans des espèces d'immeubles, tours, où en fait, à chaque étage correspond une catégorie de produits. Donc, vous avez l'étage des carrelages, des moquettes, etc., l'étage de tout ce qui est robinetterie, et voilà. Et au dernier étage, vous avez en fait un ensemble d'architectes intérieurs qui se proposent en fait de faire votre appartement que vous voulez. Et bon, en fait, il y a une espèce de va-et-vient entre le haut d'immeuble et les différents étages pour permettre au monde de découvrir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répliqué ça à l'intérieur du magasin. Donc, on a mis en place une agence qui aide les gens au cœur du magasin, qui aide les gens à faire leur propre intérieur. Et tout autour de cette agence, on est plus proche d'un Ikea ou d'un Habitat que d'un Leroy Merlin, puisqu'on est plus sur de la décoration, etc. Et là encore, après les ensembles de cuisine, puisqu'ils vendent de la cuisine aussi, en fait, de temps en temps, il y a des petites masterclass de cuisine avec des chefs qui viennent pour se montrer un peu aussi comment fonctionne le matériel. Et pour ne pas oublier, ne pas être en reste avec quand même les professionnels et malgré tout les quelques Chinois qui bricolent, on a prévu une zone qui est en comptoir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en libre service, où en fait les gens viennent chercher leur boulon douce, etc. On termine avec Geneva. J'en ai juste vous parler ça rapidement. Bon, c'est une enseigne de luxe, c'est peut-être pas le propos cette fois-ci, on pourra en parler plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé pour eux pour décliner en fait un concept sur, tu peux passer si tu veux, hein, ça c'est des images de grandes boutiques, mais sous tout ce qui va être par exemple du travel retail, puisqu'en fait, pareil en Afrique, hein, vous avez exactement les mêmes organisations que nous, vous avez des zones aéroportuaires, et donc il y a un moment donné, on peut aussi intervenir sur le travel retail pour décliner une marque à chaque fois. Ça, c'était autre en Vietnam. En fait, je vous disais tout à l'heure en fait, la vie au Vietnam se passe beaucoup dans la rue et aussi beaucoup, en fait, les gens mangent beaucoup dans la rue. Et donc, ça veut dire qu'ils n'achètent pas beaucoup de produits pour aller faire la cuisine chez eux. Et donc, ce qu'on a fait, là encore, on a modifié un peu le fonctionnement du logement classique pour créer une porosité entre les boutiques, les petites boutiques qui sont juste devant le magasin, et en fait faire rentrer. En fait, on a complètement singé ce que faisaient ces petites boutiques, et par analogie, en fait, on emmène les gens à l'intérieur du magasin où ils retrouvent les produits au temps, sous une forme adaptée localement, et effectivement, on va aussi s'adapter en termes de langue, pour que les gens puissent se repérer facilement. C'est des choses évidentes, mais il faut y penser. Bon, donc ça va être une chose, donc voilà. Maintenant, on passe à l'autre, le modèle plus traditionnel. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on est toujours sur le même palier, si je peux dire, sauf qu'en fait, là, tout à l'heure, on était sur un positionnement général sur la marque et le produit, là, on est plutôt sur, en fait, la mise en relation d'un produit avec un client. Parce qu'il n'y a pas de marque, parce que, en fait, ça se fait, comme on l'a vu, de manière très informelle dans la vie de tous les jours. Donc, c'est des commerces qui sont beaucoup dans les besoins quotidiens, hein, c'est-à-dire, je veux manger, je veux je veux m'acheter des bassines pour faire mon linge, etc.
c'est des commerces indépendants. Donc, en fait, l'effet de cumul n'agit pas comme on l'a sur une enseigne avec un réseau. Et puis, par contre, ça c'est un peu en creux, mais en plein, ce qu'on a qui est très important, c'est on a une vraie proximité. On a une proximité qui est géographique, physique. Hein. Bon, on a aussi une proximité qui est liée aux attentes de conservation, c'est-à-dire que le client a un besoin, il trouve tout de suite la connexion avec le produit qu'il cherche. Et puis, on sait aussi la proximité, c'est aussi la proximité entre les différents indépendants qui, en fait, créent non pas une masse d'enseignes sur un territoire donné, mais vont créer une masse marchande sur une zone géographique plus courte. Il y a une chose qui est très importante aussi, ce sont des vrais commerçants, parce qu'ils sont, en fait, ils ont le souci de bien mettre en valeur leurs produits. Et donc là, il y a un vrai travail de mise en valeur des produits, et c'est là. Voilà. Donc, on va faire rapidement, mais Si ça. les sujets sur lesquels on peut travailler, c'est par exemple de travailler sur le regroupement de différents acteurs. Bon, là, je vous montre, par exemple, ça, c'est un marché qui me fait en région parisienne. Et donc, on a créé une identité visuelle avec un système graphique qui permet de s'adapter à l'ensemble des besoins que peut avoir le marché. Notre donneur d'ordre, c'est la municipalité. Hein. Et donc, aujourd'hui, sur le marché, parce qu'en fait, le marché de Saint-Denis est à la fois un marché permanent et un marché qui est là un jour par semaine, notamment sur tout ce qui est vestimentaire et textile. Et à ce moment-là, ça s'installe sous des dés comme ça. Donc, c'est relativement simple. Et là, en fait, c'est dernière, même si c'est, en fait, on a travaillé pour des groupements, en fait, des coopératives, exactement, qui, en fait, en France, ont des marques qui sont connues au quotidien par les Français, mais qui ne savent pas d'où émergent ces produits. Donc, en fait, on a eu une idée et on l'a juste paquetée, si vous voulez. Elle n'a jamais été mise en œuvre dans la réalité, mais c'est de faire un magasin qui, en fait, abrite l'ensemble de la production de cette de cette coopérative, et pour être sûr que le client ait une vraie perception du produit, on a mis une petite zone de restauration au milieu. Tout ce qui a été tout ce qui va être vendu à la restauration a été élaboré à partir des produits qui sont vendus dans la surface de l'Europe. Pour être un modèle, justement, pour le commerce traditionnel en Afrique, on peut regrouper sur un même espace l'ensemble des produits des producteurs locaux. Donc, ça donne des choses comme ça, avec une approche où on regroupe différents marques ou différents produits. Oui, il y a même aujourd'hui des acteurs privés qui vont aller s'associer avec les mairies pour transformer les marchés locaux et leur amener une vraie modernité. Si vous voulez regarder, il y a une enseigne qui s'appelle Biltoki, B-I-L-T-O-K-I, et c'est vraiment intéressant comme expérience en tous les cas. Moi, je trouve que c'est très intéressant typiquement pour structurer tout ce qui est agroalimentaire et les petites fermes. Il y a pas mal de petites fermes en Afrique, et je trouve que c'est pas mal en fait d'avoir essayé de trouver un label, c'est ça, un label ensemble pour avoir à la fois des fermes d'élevage, dans le garder la proximité du fabricant, le côté proximité, et en même temps le côté centralisé, hygiène, sécurité, voilà. Et donc là, on regroupe avec un modèle comme ça, on peut avec les avantages. Apporter de l'hygiène, c'est qu'il n'y a pas forcément. C'est ça. On les... Alors, voilà. Ensuite, c'est voilà. En fait, quand on travaille avec nos clients. On n'arrive pas avec des solutions faites vite. En fait, elles sont imaginées et réalisées avec par panier pour que nos clients soient. C'est vraiment une approche très participative. Hein. Donc, en fait, on commence d'abord par assimiler tous les besoins en termes de data, on parlait de et après, tu peux passer. Et après, une fois qu'on a bien fixé un positionnement, on passe dans une étape 2 qui est
on va pouvoir, à partir de ce positionnement, développer, si on part d'une enseigne à partir de zéro, une identité visuelle, des tenues pour le personnel, et évidemment, l'architecture intérieure des points de vente, l'organisation des points de vente, qui est un truc qui est un peu impalpable, mais qui est essentiel, de mon point de vue, sur l'expérience du client en magasin. Ok, une petite conclusion rapide, Guillaume, un petit mot, Xavier. Je crois que tu as dit beaucoup de choses. On est très passionné par nos métiers, vous aurez pu le remarquer. Et en fait, on est aussi passionné par l'avenir que l'Afrique représente. C'est-à-dire, en fait, comme vous l'avez remarqué, moi j'ai beaucoup travaillé en Chine au moment où justement la Chine s'est ouverte à des nouveaux modèles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le cas de l'Afrique, puisque les modèles sont déjà installés, mais je pense qu'il va y avoir une éclosion en puissance pour le coup sur le marché africain. Et c'est vrai que là, très clairement, vous avez pas le micro. Bon, et moi, je veux dire que la distribution africaine a une force pour moi exceptionnelle. Elle a une capacité d'agilité. Aujourd'hui, je pense que le défi n'est plus d'apporter des modèles européens, mais d'adapter en fait les enseignes à l'Afrique et à ses consommateurs. Et je pense qu'il y a de la matière. Et c'est justement pour ça, suite à la conclusion, la deuxième partie, il y en a pour 4 minutes, même pas, c'est les masterclass. Oui. Parce que là-dessus aussi, on peut, Pascal, si tu veux bien nous remettre les slides. Voilà, on vous, justement, pour développer toutes ces questions-là, on met à votre disposition quelques masterclass. Alors, vous allez voir, la première, non, ça marche pas. Donc, les intervenants, c'est pas grave, on passe. Voilà. Donc, les masterclass se passent de la manière suivante. 2 jours de formation en présentiel. C'est vraiment pas facile. 2 jours face à une caméra, c'est impossible. Donc, voilà. Et on a 4 modules, en fait. Dans un premier temps, on a 4 modules à vous présenter qui sont à votre disposition. Donc, le premier, c'est au sujet du merchandising. Les gens qui me connaissent un peu savent que j'ai passé la moitié de ma vie à faire du merchandising. Donc, c'était normal qu'on fasse du merchandising, particulièrement destiné aux forces de vente, en point de vente. Donc, on regarde, on évidemment comprendre pourquoi le marchandising est si important, mettre en place les techniques, et une fois qu'on a développé la technique du merchandising, c'est comment on vend son projet. Donc, c'est pas le tout de décider d'avoir un beau rayon, placer le produit ici, à gauche, à droite, au milieu, c'est de savoir le vendre et de faire adhérer le distributeur à son projet. Donc ça, c'est vraiment la partie merchandising. On a une deuxième partie, alors moi, je trouve indispensable aujourd'hui, c'est le catégorie management, parce que on ne peut plus raisonner que sur un produit et sur sa marque. On a une vision catégorielle, donc une vue un peu plus d'hélicoptère, et qui va faire de vos équipes et de vos forces de vente des gens qui vont devenir des spécialistes de la catégorie. Et un distributeur préférera toujours parler à un spécialiste de la catégorie qu'à un spécialiste de la marque à proprement parler. On a, via ces techniques du catégorie management, une approche beaucoup plus voilà, vue d'hélicoptère et qui intéresse vraiment tout. Donc là, pareil, en 3 phases, vous verrez sur les slides qu'on vous laissera. Le troisième module, c'est là aussi sur les forces de vente, la visite efficace. On la voit en France énormément, mais on la voit aussi en Afrique. Ce que j'appelle les visites à la claque dans le dos. C'est tellement facile d'aller voir un distributeur, de lui dire ça va, oui, bien, bon, tout va bien, oui, tout va bien. Vous ressortez, vous dites au vendeur comment ça s'est passé, on va bien, c'était très bien, il était content, oui, tout va bien. Non, une visite, ça se fait pas. Il y a un objectif, il y a un point précis à faire, il y a vraiment un truc. On va dans un point de vente pour faire quelque chose. On n'y va pas parce que le mec est sympa, parce que c'est notre copain, et voilà. Donc, il y a vraiment une façon, là aussi, de rendre une visite dans le magasin, sur le terrain, 100% efficace. Donc, ça, c'est le troisième module. Et pour le quatrième module, je vais laisser... c'est un peu plus sur le branding et le packaging, un cœur de métier. L'idée, c'est pour les équipes marketing, les chefs de produit et les dirigeants qui souhaitent faire de leur identité produit un objet de performance et de valeur marque. Donc, l'objectif, c'est comprendre en fait le rôle du packaging, décoder en fait ce qu'est impact performant et développer des identités fortes et performantes. Je pense aussi sur ce module-là, branding packaging,
on pourrait inclure aussi un module avec Xavier sur la marque enseigne et on pourrait développer aussi. Ouais. En fait, c'est ce que moi j'aimerais vous proposer là. En fait, c'est pour pouvoir réagir assez rapidement et de manière très pratico-pratique. Hein. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est peut-être vous avez des sujets très précis sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse, qu'on vous présente une réflexion ou qu'on fasse une masterclass. Tout à l'heure, je parlais, par exemple, des plans d'implantation de magasins. Ça me paraît essentiel au business, à la fois pour gérer le client, mais aussi bien gérer l'offre et l'animation de l'offre. Mais il y a effectivement comment on travaille une marque enseigne. Hein, elle peut exister, mais peut-être on peut l'enrichir. La marque enseigne, c'est pas juste le logo, hein, c'est toute l'expression de la marque. Il y a aussi d'autres sujets qui me semblent très importants. C'est tout ce qui est communication point de vente. La communication point de vente, c'est multiple. C'est à la fois de la signalétique, c'est tout ce qui est de l'ordre du promotionnel, mais c'est tout ce qui est de l'ordre de l'ILV. Hein. Et on peut avoir de l'ILV enseigne, on peut avoir aussi de l'ILV produit. Donc tout ça sont des espaces sur lesquels nous, on peut vous aider à réfléchir et à faire part de nos expériences. Voilà. Merci Xavier. Donc vous avez bien compris que le prochain webinaire Wara auquel Xavier participera, donc il durera 5 heures. Voilà. Donc on laissera 4h50 à Xavier. Il laisse pas, nickel, on n'a qu'un quart d'heure de dépassement. Bon, en tous les cas, voilà, ça se termine. J'espère qu'on a été passionnant, j'espère, clair, j'espère aussi, et surtout qu'on a suscité un peu d'intérêt chez vous. Encore une fois, on est à votre disposition, il y a le site, il y a des adresses mail, il y a, enfin bref, tout ce que vous voyez. Wara débute, Wara démarre, on n'est pas encore Ocean Young ou le BCG, mais ça viendra un jour. Et voilà, donc on est vraiment à votre disposition et passez une bonne journée. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.